Madame, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur Télé Sud pour votre édition de la mi-journée de ce mardi 14 février. Et on débute comme toujours avec les titres. Le bilan du tremblement de terre et de ses nombreuses répliques en Turquie et en Syrie a déjà dépassé les 35 000 morts. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue hier soir à huis clos sur la situation humanitaire en Syrie. En France, la NUPES a retiré hier soir à l'Assemblée nationale 1 millier d'amendements sur le projet de réforme des retraites afin d'accélérer sur d'autres questions, notamment celles relatives à l'article 7 qui concerne le report de l'âge légal à 64 ans. Et nous nous rendrons également dans cette édition en Côte d'Ivoire où le verdict du procès en appel de 12 proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été rendu. Un verdict sans surprise puisque toutes les condamnations ont été confirmées. Et on débute donc cette édition avec le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier avec un bilan qui a dépassé lundi les 35 000 morts. Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence à New York pour discuter de la situation humanitaire en Syrie où il est encore très difficile de venir en aide aux sinistrés. Mathieu Nicolas. Consterné. Cet homme au milieu des décombres semble toujours sous le choc. Pourtant, cela fait déjà une semaine que le séisme a frappé la Turquie et la Syrie. Dans les cœurs comme dans les yeux, la douleur est toujours vive. Le bilan qui ne cesse de s'alourdir dépasse les 35 000 morts, un chiffre qui pourrait même doubler selon l'ONU. Mais au milieu de ce désastre, des miracles se produisent. Les sauveteurs ont extrait de nouveaux survivants des décombres dans le sud de la Turquie où l'aide afflue désormais. Comme ici, à Kahramanmaraş. En Syrie, en revanche, la situation est toujours difficile. Bab al-Awa, dans le nord-ouest, reste le seul point de passage opérationnel à partir de la Turquie vers les zones rebelles, elles aussi ravagées par le séisme. L'aide est insuffisante selon l'ONU. Il y a eu un défi particulier immédiatement après le tremblement de terre pour obtenir de l'aide dans le nord-ouest. Nous pensons que cela est en train d'être corrigé. Mais bien sûr, cela ne peut pas vraiment résoudre tous les problèmes que nous avons eus au tout début. Mais maintenant, l'aide arrive. Pendant que l'aide commence enfin à arriver en Syrie, l'ONU souligne la nécessité de travailler dans toutes les régions du pays. Le tremblement de terre a mis à rude épreuve les hôpitaux des zones rebelles de Syrie qui manquaient déjà cruellement de personnel, de matériel et de médicaments. Et on vient de l'entendre, la situation en Syrie est catastrophique, raison pour laquelle le président syrien a accepté d'ouvrir 2 nouveaux points de passage transfrontaliers entre la Turquie et le nord-ouest de la Syrie pour acheminer l'aide humanitaire aux victimes du séisme. Une information confirmée par le représentant permanent de la Syrie auprès des Nations Unies que je vous propose d'écouter. La Syrie soutient l'entrée de l'aide humanitaire dans la région par tous les points de passage possibles, que ce soit depuis l'intérieur de la Syrie ou à travers les frontières pour la période de 3 mois. Retour en France, où après une semaine de débat autour de la réforme des retraites, les députés de la NUPES ont décidé hier soir de retirer 1 millier d'amendements à l'Assemblée nationale afin d'accélérer l'examen de la réforme. Du côté des syndicats, on accélère aussi les préparations de la 5e journée de mobilisation prévue jeudi 16 février. Mathieu Nicolas. Accusée par les syndicats et le gouvernement d'obstruction parlementaire, la gauche a finalement consenti de retirer une partie de ces amendements. 1 millier au total. Officiellement, ce retrait doit permettre d'accélérer les débats sur la réforme des retraites. La NUPES veut voter plus rapidement l'article 2 de la réforme, avec la volonté d'arriver avant la fin de semaine à l'article 7 qui porte sur le report de l'âge légal à 64 ans. La France Insoumise a retiré ses 800 amendements, la totalité des amendements sur l'article 2. Pourquoi ? Parce que aux questions posées au ministre pour savoir combien de retraités vont avoir le droit aux fameux 1 200 €, on n'a pas de réponse. De combien ça va permettre d'augmenter ces retraités, on n'a toujours pas de réponse. C'est 0 réponse. Donc on préfère accélérer, aller sur autre chose que l'impôt sur la vie, que sur les 2 années supplémentaires à travailler pour les Français. Afin de faire passer la réforme des retraites, le gouvernement a fait le choix d'un examen accéléré du texte.
Conséquence, les débats sur le sujet s'arrêteront le 17 février à l'Assemblée nationale avant de passer au Sénat. En poussant la NUPES à retirer la totalité de ses amendements sur l'article 2, les syndicats veulent donner une chance au débat sur l'article 7 qui cristallise les tensions. Il faut que chaque député se positionne. On entend des députés qui disent oui, la réforme n'est pas terrible, etc. Enfin, plutôt à droite d'ailleurs, même dans la majorité. Il faut qu'ils se positionnent. Nous souhaitons qu'il y ait un vote sur cet article 7. Parce que dans le cas contraire, des députés pourraient dire comme il n'y a pas eu de vote, moi j'ai jamais voté pour l'allongement de l'âge de la retraite, puisqu'il n'y a pas eu de vote. Et ça, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Donc, nous souhaitons qu'il y ait un vote sur l'article 7. Alors moi, je vais traduire. Après un regain de la mobilisation samedi dernier, les syndicats appellent à durcir le mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Rendez-vous jeudi 16 février dans la rue pour un 5e épisode de protestation face au gouvernement. Eux ne défilent pas contre la réforme des retraites, mais pour réclamer des hausses de tarifs et s'opposer à une proposition de loi examinée au Sénat. Je veux bien sûr parler des médecins libéraux qui ont appelé à cesser le travail aujourd'hui pour manifester à Paris. Une démarche incompréhensible pour leur ministre François Braun que je vous propose d'écouter. 1,50 € de plus pour l'ensemble des médecins, c'est le début des négociations entre l'assurance maladie et les médecins. Ça représente quand même en moyenne par médecin 7 000 € sur l'année. Donc ce n'est pas négligeable et c'est loin d'être une marque de mépris, c'est un début de négociation. Ce que je veux dire surtout aux médecins qui manifestent aujourd'hui, c'est que je suis bien sûr le ministre des soignants, mais je suis bien sûr aussi et peut-être surtout le ministre des Français. Donc mon objectif, c'est que les besoins de santé des Français soient couverts. L'augmentation qui va être pour tous les médecins et puis une augmentation plus conséquente pour les médecins qui vont s'engager dans ce que nous mettons en place, c'est-à-dire cette responsabilité territoriale, c'est-à-dire à l'échelle d'un territoire, répondre aux besoins. Lorsqu'il n'y a pas de médecin sur un territoire, les médecins autour vont venir faire des consultations avancées. Ils vont assurer une permanence la nuit et le week-end. En Nouvelle-Zélande, le pays est frappé depuis dimanche par une violente tempête qui a privé des dizaines de milliers de foyers d'électricité et a entraîné des inondations et des glissements de terrain. Pour le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins, cette tempête est le phénomène météorologique le plus important que la Nouvelle-Zélande ait connu au cours de ce siècle. On l'écoute. Le cyclone Gabriel est le phénomène météorologique le plus important que la Nouvelle-Zélande ait connu au cours de ce siècle. La gravité et l'ampleur des dégâts que nous constatons n'ont pas été expérimentés depuis une génération. Ce matin, nous avons déclaré l'urgence nationale pour la 3e fois seulement de notre histoire. Nous sommes encore en train de dresser un tableau des impacts du cyclone au fur et à mesure de son évolution. Mais ce que nous savons, c'est que l'impact est significatif et étendu. Et la Nouvelle-Zélande n'est pas la seule à faire face aux éléments déchaînés. L'Afrique du Sud a déclaré lundi soir l'état de catastrophe nationale après des inondations causées par d'importantes pluies ces derniers jours qui ont déjà fait 7 morts et des disparus selon les centres de gestion des catastrophes de plusieurs provinces. Un bilan qui pourrait s'alourdir étant donné que le Centre national de météorologie prévoit encore des pluies persistantes et abondantes à venir avec des risques d'inondation à cause des sols gorgés d'eau et des cours d'eau saturés. En Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, selon de premières informations recueillies lundi par l'ONU et la société civile, plus d'une vingtaine de civils ont été tués dimanche dans de nouvelles attaques de miliciens de la Codeco. On écoute Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétariat général des Nations Unies, qui s'est exprimé sur ce sujet. Dans la province d'Ituri, selon les premières informations, le groupe armé de la Codeco aurait tué au moins 20 civils hier et brûlé plusieurs habitations. Ils auraient détruit plusieurs infrastructures médicales dans une série d'attaques contre des villages dans le territoire de Djougou. Dans le même temps, un autre groupe armé, l'ADF, a attaqué 2 villages dans le territoire d'Irumu, tuant au moins 12 civils selon nos informations. Je vous l'annonçais en titre, en Côte d'Ivoire, la justice a confirmé lundi la condamnation en appel de certains fidèles de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État lors de son retour avorté en Côte d'Ivoire en 2019. Leurs avocats ont annoncé un pourvoi en cassation. Les détails avec Émeric Torignon. Ils ont espéré un acquittement ou un allègement de peine, mais leur espoir a été une fois encore
noyé à l'issue du procès en appel au tribunal d'Abidjan. Condamné à 20 ans de prison en première instance pour atteinte à la sûreté de l'État, 9 anciens compagnons de l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, ont vu leur peine être confirmée lundi. Un verdict jugé inapproprié par la défense qui compte se pourvoir en cassation. Nous avons interpellé la Cour sur tous les vices qui ont entaché cette procédure, sur toutes les horreurs, les grossièretés, l'irrégularité, les mensonges qui ont entouré cette procédure. Nous n'avons pas eu gain de cause. Nous allons nous pourvoir en cassation et jusqu'à ce que le droit peut être dit, nous n'abdiquerons pas. Il est reproché aux 9 condamnés d'avoir dissimulé et tenté de faire disparaître des armes un peu avant le retour avorté de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire en décembre 2019. L'ex-premier ministre, pour cette accusation, avait été lui condamné par contumace en 2021 à une peine de prison à perpétuité. Sur le banc des accusés lundi, 2 de ses frères, Rigobert et Simon Soro, tous 2 condamnés en première instance à 17 mois d'emprisonnement ferme pour trouble à l'ordre public. Une condamnation confirmée par la Cour d'appel et appréciée par la partie civile. Ce procès, qui était perçu comme une machination politique, n'en est pas une, et la justice vient de donner la réponse à cette allégation. Il s'agit bel et bien d'une infraction à la loi pénale. Il s'agit bel et bien de faits criminels qui devaient être jugés comme tels à l'égard de certains des accusés. Si la condamnation de la plupart des accusés a été maintenue, 2 proches de l'ex-premier ministre, son ancien conseiller Félicien Sekongo et l'ancien ministre Alain Lobognon, condamnés en juin 2021 à 17 mois de prison, ont été eux acquittés. Un chef d'Enarda arrêté en Tunisie. Une épidémie de fièvre hémorragique qui fait des morts en Guinée équatoriale et au Kenya un déploiement de militaires dans une région touchée par la sécheresse et les violences. C'est le reste de l'actualité préparé pour vous par Soukaina Skali et Noël Dong. Le dirigeant d'Enada, Nourdine Biri, 64 ans, a été arrêté lundi soir et emmené vers un lieu inconnu lors d'une descente de police à son domicile à Tunis. Cet ancien ministre de la Justice avait déjà été détenu début 2022, 5 mois après le coup de force du président tunisien. Kais Saïed avait suspendu le Parlement contrôlé par Enada, sa bête noire, et s'était efforcé depuis de le marginaliser. Nourdine Biri avait cessé de s'alimenter et de prendre des médicaments avant d'accepter d'être perfusé. Malgré sa remise en liberté, Nourdine Biri faisait toujours l'objet d'une enquête pour des soupçons de terrorisme. 9 personnes sont mortes de la maladie à virus de Marburg dans la province de Kientem et dans le district de Mongomo de la Guinée équatoriale. Un plan de confinement a été mis en place lundi 13 février dans la province pour contenir l'épidémie et pour enquêter sur des cas suspects en étroite collaboration avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le nombre de décès n'a pas évolué depuis 5 jours et seules 3 personnes présentant des symptômes légers de la maladie sont isolées dans un hôpital de cette zone rurale, frontalière avec le Gabon et le Cameroun. La maladie à virus de Marburg, une fièvre hémorragique, se transmet à l'homme par des chauves-souris frugivores et se propage dans l'espèce humaine par contact direct ou avec les surfaces et les matériaux. Le Kenya va déployer mercredi des troupes dans le nord du pays frappé par la sécheresse et l'insécurité et la violence. Le gouvernement kényan a accusé des bandits et des voleurs de bétail d'y avoir tué des dizaines de personnes. Les forces de défense du Kenya seront déployées en soutien à la police nationale en réponse à l'urgence de sécurité causée par des actes endémiques de banditisme dans cette région. Ce déploiement est soumis à une approbation du Parlement. Ces 6 derniers mois, plus de 100 civils et 16 policiers ont été tués par des bandits en maraude et des terroristes voleurs de bétail dans la région du nord de la vallée du Rift. Au Cameroun, le 10 février dernier, l'école Marie-Claire Noah, créée par la mère du célèbre champion de tennis et musicien Yannick Noah, a fêté ses 50 ans. Alors, situé en plein cœur du village Noah, d'où est originaire la star franco-camerounaise, ce complexe scolaire est l'une des rares écoles qui met l'accent sur la préservation de l'environnement, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de nos correspondants locaux, Chimène Baleba, Pierre Parfait-Dongo et Cyril Guijoy. Danse patrimoniale à l'occasion des 50 ans du complexe scolaire La Marfée. Véritable retour aux sources pour le joueur de tennis et artiste musicien Yannick Noah, d'origine camerounaise.
Cette école doit son existence à sa feu mère, Marie-Claire Noah. Et l'école qui est passée d'un établissement pour 12 élèves de jardin d'enfants aujourd'hui jusqu'au CM2. On a rajouté 8 classes, on a fait 2 bureaux, on a rajouté un étage, on a aussi fait une cantine que les enfants puissent manger sur place. Et voilà ce qu'on a fait jusqu'à présent. L'idée, c'est de s'agrandir. Est-ce que nous allons avoir plus d'élèves jusqu'en CM2 ou alors s'agrandir pour avoir un collège? Le complexe primaire a été aménagé au milieu d'un beau paysage en plein cœur du village noir, localité de la légende musicale. L'idée, en plus de promouvoir la qualité des enseignements dans le secteur éducatif privé au Cameroun, était surtout d'imprégner aux tout-petits le souci de préserver l'environnement. Lorsqu'on a la possibilité, la première chose qu'on fait ici, c'est couper les arbres. Moi, j'essaie d'en planter. Je pense que c'est très important pour les enfants d'aujourd'hui et dans l'avenir de respecter la nature, respecter l'environnement dans lequel ils vivent. En revoyant ces clichés au cours d'un vernissage, Yannick Noah a plongé les visiteurs dans les souvenirs de sa tendre enfance. Ces noces d'or ont aussi été marquées par l'inauguration d'une stèle en mémoire de Marie-Claire Noah, cette figure de la vie associative française, fondatrice du célèbre mouvement Les Enfants de la Terre. Elle avait fait de la protection des enfants son cheval de bataille. Le squelette d'une tour s'élève dans cette ville de banlieue au Sénégal. Nous sommes à Diamniadio, à une 40aine de kilomètres de Dakar. Au milieu des champs et des troupeaux de vaches, sortent de terre stades, quartiers d'habitation et sièges gouvernementaux. Ce gigantesque chantier, c'est le grand projet du président Macky Sall pour désengorger la capitale et moderniser le pays. Au pied des bâtiments en construction, des milliers de petites mains venues de toute l'Afrique de l'Ouest construisent ce projet titanesque. Guinéens, Sierra-Léonais ou encore Nigérians, à la recherche d'un emploi. Nous n'avons pas d'emploi dans notre pays. C'est pour ça que nous sommes ici, pour trouver une opportunité, gagner notre vie au Sénégal. Arrivés sur les chantiers, les ouvriers sont confrontés à des conditions de travail harassantes. Ces journaliers peuvent travailler 7 jours par semaine, parfois jusqu'à 13 heures par jour, pour gagner quelques euros. Si nous sommes blessés, ils ne prennent pas soin de nous. Ils nous disent de ne pas venir travailler. Et nous n'avons pas d'argent. Ils ne vous comptent pas ce jour-là. Près d'un bâtiment en construction, ces ouvriers vivent dans des baraquements de fortune, construits par leur employeur, une société chinoise. Depuis que ces images ont été tournées, ces logements insalubres ont été détruits. Ces ouvriers guinéens l'affirment, le coût des charges a été déduit de leur salaire. Il y a le courant, il y a l'eau, mais tout ça, ils tirent ça dans nos salaires, sans que les travailleurs ne soient au courant de ça. Sans que personne ne soit au courant, si c'est tiré dans notre salaire, et ce qu'on nous donne là-bas, c'est ce qu'on tient aussi. Depuis la destruction des baraquements, ce Sierra-Léonais doit marcher 3 heures chaque jour pour aller et revenir du chantier. Le seul logement qu'il peut se permettre de louer, cette petite chambre qu'il partage avec 2 amis dans un immeuble en construction. Des conditions difficiles qui permettent pourtant à sa famille de vivre au Sierra Leone, un des pays les plus pauvres du monde. Pour le mois, je gagne 137 €. Avec cela, je dois payer le loyer, je dois manger, payer l'électricité, l'eau et envoyer de l'argent tous les mois. Plusieurs ouvriers rencontrés décrivent des conditions de travail épuisantes, allant jusqu'à dénoncer des maltraitances. Ouvriers empêchés de faire leurs prières, insultes. Ce Sierra-Léonais, qui souffre de douleurs après des mois à travailler sur les chantiers de Diamniadio, raconte avoir reçu des coups. Tous les jours, les Chinois commencent la journée et crient, ils crient, ils crient, et ils frappent, ils vous maltraitent. Ils frappent, ils maltraitent. Le développeur de plusieurs projets sur Diamniadio l'affirme. Tout se déroule dans le strict respect de la loi. Aucun cas de maltraitance ne lui aurait été rapporté. Il reconnaît tout de même un décès dû à un accident sur un site et affirme avoir apporté tout le soutien nécessaire à la famille.
Pour lui, la misère de ces travailleurs immigrés n'est pas spécifique au Sénégal. C'est une problématique globale à laquelle il faut trouver des solutions durables, parce que tout ça, c'est la pauvreté. Quand les gens quittent chez eux, c'est parce qu'ils n'ont pas d'opportunité, ou c'est parce qu'ils sont en situation de crise, ou ils viennent de pays en conflit. Malgré des conditions éprouvantes sur les chantiers, le Sénégal attire dans toute l'Afrique de l'Ouest. Plus de la moitié des migrations en Afrique se font au sein du continent. Et pour terminer cette édition, un peu de foot avec ce soir le 8e de finale aller de la Ligue des Champions qui va opposer le Paris Saint-Germain au Bayern de Munich. Alors en l'absence au coup d'envoi de Kylian Mbappé, sans savoir si Neymar offrira le meilleur ou le pire de lui-même, Messi demeure la meilleure garantie de succès pour son équipe. Un match qui sera de toute façon compliqué pour Kingsley Coman que je vous propose d'écouter. Le coach avait insisté sur le fait qu'il pouvait être là, donc on a travaillé en faisant en sorte que s'il soit là, ça ne soit pas une surprise. Et après, sur le statut de favori, je pense que c'est deux très grandes équipes. Les dernières confrontations ont toujours été très serrées, donc c'est compliqué de sortir un favori. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va donner le maximum pour gagner le match de demain. Voilà, coup d'envoi 21h. C'est ainsi que se termine cette édition de la mi-journée. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Bonne journée à tous, à demain, au revoir.